des IP, des domaines. Ça peut être 2, ça peut être 10, ça peut être 20. D'accord? Par la suite, il va créer une autre règle Zero Trust liée à l'accès aux fichiers. Par exemple, cette application, elle doit faire des accès de type lecture, écriture sur cette typologie de fichiers. Ça peut être des fichiers de type qu'on connaît, par exemple des fichiers Excel, des fichiers pub, des fichiers certificats, ou bien ça peut être des fichiers, des extensions spécifiques qu'on ne les a jamais vus. Et l'agent, il va les détecter quand même automatiquement. Par la suite, il va me créer une règle, une troisième règle Zero Trust, indiquant les accès interprocessus autorisés. Genre, cette application, pour bien fonctionner, elle doit faire des open process à cette liste des ressources système. Et là, et là, en fait, cette information, c'est uniquement le développeur de l'application qui la connaît. D'accord? Donc, d'une façon automatique, on a ça. Et même au niveau d'exécution, c'est une quatrième règle Zero Trust qui va être créée automatiquement, genre indiquant comme quoi cette application, pour fonctionner, elle doit exécuter d'autres applications. Le cas, par exemple, le plus courant, c'est on trouve parfois des applications qui doivent exécuter des tâches planifiées. Du coup, là, l'application en question, elle doit exécuter PowerShell. Donc, mon agent, il me détecte ou bien il me crée une règle Zero Trust automatiquement indiquant comme quoi cette application, elle exécute PowerShell, mais il me donne d'une façon granulaire la liste des tâches planifiées exécutées automatiquement par l'application. Donc, c'est une sorte de, je définis bien évidemment le fonctionnement exact de chaque application utilisée par le client et je fige ça. D'accord? Donc, cette première phase d'adaptation automatique qui va nous laisser d'apporter une sécurité spécifique au contexte, bien sûr, et qui va nous laisser s'adapter automatiquement au contexte du client. D'accord? Donc, une fois cette phase, normalement, ça prend pas plus de 5 à 10 jours au maximum. Une fois cette phase est finie, on s'assoit avec le client. D'accord? Et on valide ensemble les règles qui ont été créées automatiquement. Parce que moi, je ne connais pas le métier du client, c'est uniquement le client qui va me dire que cet accès est légitime ou bien non. OK? Donc, une fois on fige le cadre d'exécution de chaque application, on apporte un durcissement aux applications utilisées par le client. Par la suite, on passe au mode protection, bien sûr, après validation du client. Et là, c'est là où on peut splitter les politiques. OK, ces applications, ils sont utilisées uniquement par les développeurs. Ces applications, ils sont utilisées par les gens du VIP, par les gens de ressources humaines. Du coup, on split les politiques et on donne le droit d'utilisation d'applications par politique qui regroupe une population d'endpoints. D'accord? Donc, une fois on split ça, s'il y a une nouvelle détection, une nouvelle exécution qu'on l'a pas vue au niveau de l'apprentissage automatique, là, on va pas la bloquer, mais il y a un deuxième moteur intelligence artificielle qui va analyser ce programme pour vérifier est-ce que c'est bienveillant ou bien est-ce que c'est malveillant. D'accord? Mais je vais mettre un point. Bon, de toute façon, il y aura une démonstration sur cette partie de détection uniquement, mais je vais juste marquer un point et ouvrir une parenthèse très simple. Les autres concurrents, s'ils n'arrivent pas à détecter un malware ou bien si leur moteur IA ou bien leur base de signature échoue au niveau de la détection, ça veut dire que le client il sera attaqué. Aujourd'hui, avec Nucléon, même si l'IA va échouer, par exemple, dans des cas, Allah yahfad al-qadr Allah, va échouer au niveau de la détection, on dit que c'est pas grave parce qu'au final, les règles Zero Trust, ils vont bloquer l'exécution du malware. Donc c'est pour cela on a une combinaison entre un moteur puissant de détection et un moteur puissant de prévention avec la règle Zero Trust qui va jamais laisser le malware s'exécuter jusqu'au bout. D'accord? Et la preuve, c'est, alhamdoulilah, aucun de nos clients n'a été attaqué depuis notre existence. Ok, on passe au troisième pilier rapidement. C'est un pilier, on peut dire classique commun entre l'ensemble des EDR. C'est je vais vous donner l'ensemble des outillages nécessaires pour effectuer une mission de réponse à incident sans taper aucune commande line. D'accord? Donc, très simple, on a une liste embarquée des commandes line à distance. Vous voulez, par exemple, tuer un process malveillant, en un seul clic, il va être tué. Vous voulez, par exemple, dumper un process pour raison d'investigation, en un seul clic, il va être dumpé. Vous voulez carrément isoler une machine distante du réseau, en un clic, 2 minutes, il sera isolé du réseau, bien évidemment. Et également, il y a la partie remédiation. C'est un quatrième pilier où il y a notre innovation. Là, pour dire clairement, écoute, si
un attaquant a pu bypasser nos capacités de détection, nos capacités de règle zéro trust, on peut revenir à un état résilient en 3 clics. Alhamdoulilah, cette fonctionnalité, on ne l'a jamais utilisée très simplement parce qu'aucun de nos clients n'a été attaqué, mais on l'utilise souvent et toujours, bien évidemment, on fait les démonstrations et on va faire par la suite une démonstration. Et on utilise également dans des cas de type, OK, il y a un collaborateur qui a démissionné, il a supprimé, soit volontairement, soit par erreur. Généralement, on trouve que volontairement, il a supprimé des fichiers très importants pour le cadre de la société. Là, en 3 clics, 3 minutes, on peut tout restaurer sans avoir du snapshot, sans rien. D'accord? Donc, alhamdoulilah, on est capable de carrément rollbacker tout ce qui a été touché ou bien supprimé volontairement en 3 clics sans aucun challenge. Et bien sûr, dans les cas des ransomware, il y a une équipe recherche et développement nucléaire ici au Maroc qui, à chaque fois, il exécute des ransomware, il laisse les ransomware s'exécuter pour tester la fonctionnalité de rollback et rémédiation, et alhamdoulilah, avec un taux de réussite de 100%. Donc, maintenant, on va passer à la partie démonstration. Avant de passer à la partie capacité de détection et attaque ransomware, on va voir très rapidement un peu la console nucléaire. La console nucléaire, elle est vraiment user-friendly le maximum possible. On a visé à, en fait développer une console qui n'est pas lourde en matière d'administration, qui doit être vraiment très facile. Et je vois qu'aujourd'hui, on a des partenaires et des clients parmi nous qui peuvent nous confirmer ça. Donc, je vais aller directement droit au but. Il y a la partie policy. C'est là où, en fait, on peut vraiment splitter les policiers et associer les endpoints bien sûr, aux politiques souhaitées. Par exemple, on commence par une seule politique, c'est la politique par défaut qui nous permet l'apprentissage automatique. Par la suite, on peut splitter les politiques. OK, cette politique, elle est dédiée pour, pardon, elle est dédiée pour les développeurs. Cette politique, elle est dédiée pour les helpdesk. Cette politique, elle est dédiée aux directeurs. Donc, vraiment, on peut splitter les politiques. Et au milieu de chaque politique, on trouve à gauche juste quelques paramétrages de la politique en question, mais à droite, on trouve les applications. Les applications, ce sont quoi? Chaque application, c'est un conteneur des règles zéro trust. D'accord? Donc, par exemple, cette entité, il utilise Adobe, WinZip, Google, Mozilla, LibreOffice, Windows Defender. Et en fait, tout ce qu'on trouve ici, hardening de type hardening, PowerShell, Office Network Driver Execution, ce sont la sécurité implémentée par la MitraAttack. Donc, effectivement, et bonne nouvelle, même si on assure l'adaptation automatique au contexte, on vient avec des applications par défaut. On parle de à peu près 100 applications par défaut. Elle est là, elle est déjà durcie, d'accord? Donc, si le client utilise des applications qu'on a par défaut, c'est bon, elle sera activée automatiquement. Dans le cas échéant, si le client il a des applications qu'on ne connaît pas, que je ne l'ai pas parmi ma base de données, il n'y a pas de souci, ils vont être créés d'une façon automatique et on va les trouver au niveau des applications custom. Et on peut arriver jusqu'aux 100 applications custom détectées sur un contexte, peut-être de 100 endpoints, peut-être de 3000 endpoints, ça dépend de la taille du parc. Donc maintenant, je vais vous montrer juste l'exemple d'une application ou bien d'un conteneur de règles zéro trust. D'accord? Ce sont les applications par défaut. Je vais prendre une application qui passe, très simple. Qui passe, voilà, elle contient plusieurs règles zéro trust à plusieurs niveaux. En commençant, on va commencer par qui passe au niveau de l'accès interprocessus. Du coup, pour le fonctionnement normal de qui passe, il doit faire des open process uniquement à Explorer. Si on suppose qu'aujourd'hui soir, il y a une vulnérabilité 0-day qui va sortir, cette vulnérabilité consiste à dumper les passwords stockés sur la machine, ça veut dire tout d'abord, il doit faire des open process à LSAS memory. D'accord? Déjà, quand il va faire un open process à un autre processus que Explorer, il va être bloqué. Du coup, on va bloquer la vulnérabilité 0-day sans aucune action effectuée de notre part. Ça de un. De deux, côté réseau, moi, je fige l'accès au réseau et je donne l'autorisation de qui passe à y accéder uniquement au domaine qui passe et au domaine du signataire de l'application. Et même cette règle, je peux la supprimer parce que c'est juste pour envoyer la télémétrie de l'application. C'est pas même pour le fonctionnement, ça va pas impacter le fonctionnement. Du coup, si je veux même bloquer la télémétrie de l'application, je peux supprimer cette règle. Et bien sûr, si on accède ou bien si on parle de fichiers qui passent, ou bien de bases de données où les mots de passe sont stockés, on donne le droit uniquement à Explorer à qui passe d'y accéder.
Si par exemple aujourd'hui on prend un ransomware, le ransomware il va très simplement chiffrer les databases de qui passe, il ne sera pas capable, très simplement parce que